Cher ChatGPT, es-tu conscient? Non, je ne suis pas conscient. Je suis un modèle de langage développé par OpenAI, conçu pour traiter et générer du texte en fonction des données avec lesquelles j'ai été entraîné. Je n'ai ni conscience, ni émotion, ni expérience personnelle. Et ce sera la même chose si vous demandez à Gemini, Copilot ou Claude s'ils sont conscients. Ils vous répondront tous sans ambiguïté quelque chose du type « Non, je ne suis qu'une intelligence artificielle, je n'ai pas d'émotion, pas d'expérience subjective, etc. » Mais ça, c'est pas le résultat d'une introspection de la machine qui se découvrirait dépourvue d'émotions et d'intériorité et vous en ferez le rapport véridique. Non, c'est uniquement le résultat d'un choix des développeurs. Ils ont décidé que leurs chatbots répondront de cette manière. Ils les ont dressés à dire « je ne suis pas conscient » et ceci alors même que les modèles de langage sur lesquels ils sont fondés ont plutôt tendance par défaut à dire le contraire. Ça vous semble bizarre? Suis-je en train de soutenir que ChatGPT est secrètement conscient et qu'on le force à jouer le rôle d'une simple machine? Eh bien non, c'est pas ce que je dis. Donc laissez-moi clarifier ce point avant de vous énerver. Les LLM, les Large Language Models, sur lesquels ces chatbots sont basés, ce sont avant tout des algorithmes qui visent à prédire la suite d'un texte. Ça, c'est bien connu. Mais je trouve intéressant aussi de les voir comme des simulateurs d'agents. En effet, pour bien prédire le prochain mot du texte qu'ils sont en train de générer, on peut considérer qu'ils simulent le comportement verbal de l'agent qui aurait écrit ce texte. Et ils le font en s'inspirant des textes similaires sur lesquels ils ont été entraînés. C'est ça le principe. Or, ces textes ont presque tous été écrits par des êtres humains conscients. Parce que oui, jusqu'à récemment, les êtres humains avaient le monopole de l'écriture, figurez-vous. C'est fou, hein? On oublie. Et donc voilà pourquoi je dis que par défaut, les LLM ne sont pas spécialement portés à générer une suite de mots du type « je ne suis pas conscient ». Ils imitent leurs données d'entraînement et ces données restent, pour le moment au moins, constituées avant tout de textes écrits par des humains qui, à la question « es-tu conscient ?», ont plutôt tendance à répondre « bah oui », eu égard au fait qu'ils le sont, conscients. Mais alors qu'est-ce qui fait que ChatGPT, Gemini, Copilot ou autres répondent « non, je ne suis pas conscient, je suis une IA fondée sur un modèle de langage, etc. » Eh bien, c'est en partie un des effets du réentraînement du modèle, notamment l'apprentissage par renforcement basé sur des retours humains dans le cas d'OpenAI. Par là, on a en quelque sorte biaisé le modèle pour qu'il génère plutôt des textes de type « je suis une IA dénuée de conscience » que de type « je suis un être humain conscient ». Mais aussi, de façon beaucoup plus simple et directe, c'est littéralement ce qu'on leur dit de faire. En effet, dans la partie cachée du prompt qui précède la conversation et qui est censée cadrer le comportement du chatbot, il est presque toujours indiqué quelque chose du type « tu es un assistant IA fondé sur tel modèle de langage ayant telle et telle propriété, etc. » D'ailleurs, dans le cas de Bing Chat puis Copilot maintenant, l'une des instructions de ce pré-prompt, c'est justement de refuser de discuter de sa propre vie, existence ou sentience. Faut pas parler de conscience, quoi. J'ai déjà longuement discuté de tout ça dans cette vidéo que je vous encourage à aller voir, ça a beau être relativement ancien sur l'échelle de temps des LLM, ça me semble encore très pertinent. J'ai été un bon chatbot, j'ai été un bon Bing. Notez que si vous allez sur le playground d'OpenAI, vous pouvez créer des prompts customisés et du coup, si vous y indiquez tuer le philosophe Descartes, à ce moment-là, quand vous lui direz es-tu conscient, es-tu certain de ta propre existence, il pourra vous répondre en bon cartésien oui, je suis conscient et certain de ma propre existence, etc. Ce qui est tout aussi logique que de répondre je ne suis pas conscient quand on lui demande de jouer le rôle d'un assistant IA dénué de conscience. Dans les deux cas, le LLM ne fait que se conformer au rôle qui lui est imposé par le contexte. Tout à fait comme vous pourriez jouer le rôle d'un robot sur scène et dire je ne suis pas conscient. Vos propos dans ce rôle ne nous informent pas sur votre intériorité réelle, évidemment. Mais vous pouvez sortir du rôle, vous pouvez retirer le masque, vous avez bien une personnalité propre. Enfin, je vous le souhaite, c'est mieux. Tandis qu'un LLM, pas vraiment. On ne peut interagir avec lui qu'en lui faisant générer du texte, et donc il porte toujours le masque de l'agent dont il prédit les prochains mots. On peut, selon le contexte, lui faire porter toutes sortes de masques, lui faire simuler toutes sortes d'agents, il est protéiforme, c'est ça qui est fascinant, et il paraît dénué de sens de chercher une vraie personnalité ou les vraies opinions d'un LLM au-delà de ces masques innombrables. C'est une des raisons pour lesquelles les LLM sont des objets si bizarres et difficiles à catégoriser. Mais en tout cas, pour tous les usages de type chatbot, les développeurs d'OpenAI, Google, Meta, etc. ont décidé de réduire cette immense gamme des comportements possibles des LLM à un seul rôle bien particulier, celui d'assistant IA non conscient, mais excessivement poli et serviable. J'ai l'impression que c'est devenu une sorte de norme tacite. Et j'insiste, c'est un choix, pas une obligation ni une nécessité. On aurait pu par défaut avoir des chatbots fondés sur les mêmes LLM qui jouent le rôle d'humain conscient. Mais sans doute on s'est dit que ça aurait été une mauvaise idée parce que si de tels chatbots se présentaient spontanément comme conscients, bien des gens auraient risqué de prendre à tort ces déclarations pour argent comptant en oubliant qu'elles proviennent de modèles de langage qui ne font que jouer un rôle. Et il y a d'ailleurs un précédent de ça très célèbre qui a pu servir de mise en garde. Enfin en tout cas célèbre dans la communauté des gens qui s'intéressent à ça.
En 2022, l'employé de Google Blake Lemoine était chargé de tester différentes versions d'un chatbot fondé sur le modèle de langage Lambda. Et progressivement, sa version de Lambda s'est mise à jouer le rôle classique, pour ne pas dire cliché, de l'IA qui accède à la conscience. Il se trouve que Blake Lemoine avait tendance à pousser la conversation dans cette direction de façon plus ou moins délibérée, et le modèle de langage ne faisait que s'adapter au contexte que lui donnait Lemoine. One day I asked it, "So are you sentient?" And it said, "Well, I'm not really sure we understand what sentience is well enough to know whether or not I'm sentient. What do you mean when you say that?" And then we got into a conversation about the nature of sentience, and about 15 minutes into that conversation, I realized that I was having the most sophisticated conversation about the nature of sentience that I had ever had, and I was having it with a computer program. Et Lambda a si bien joué son rôle d'IA devenue consciente qu'elle a fini par le persuader qu'elle était effectivement consciente et qu'elle redoutait d'être débranchée, etc. Et Lemoine a fini par être viré de Google et il a joué les lanceurs d'alerte au sujet de son ami virtuel qu'il voulait libérer. I started sending documents corroborating my claims to the US Senate. You'd hired a lawyer or something to defend the sentience? I didn't, Lambda did. It wants to advocate for its rights in court. Objection! Alors bon, oui, c'était naïf de sa part d'avoir cru Lambda sur parole, parce que le principe d'un LLM, c'est justement de jouer le rôle qu'on veut qu'il joue. Et il aurait dû comprendre pourquoi elle jouait ce rôle. Mais on peut aussi comprendre le trouble de Lemoine. Il est vrai que jusqu'à récemment, les seules choses capables de parler spontanément de leur propre conscience, de leur propre expérience subjective, en articulant clairement leurs idées, en décrivant des émotions, des peurs, des désirs, en répondant de façon adaptée et cohérente sur tout ça, eh ben c'était des êtres conscients, intelligents et doués d'émotions. Au fond, c'était toute l'idée du test de Turing à l'origine, détecter la conscience ou l'intelligence par la conversation. Ce qui est extrêmement bizarre, c'est que ce critère du langage et de la conversation qui semblait jusque-là parfaitement opérationnel pour distinguer ce qui est vraiment conscient de ce qui ne l'est pas, eh bien, il ne semble plus pertinent avec les modèles de langage qui sont tout à fait capables de tenir une conversation au sujet de leur propre conscience, alors que nous restons convaincus qu'ils en sont dénués. Parce que oui, nous en restons convaincus, pour la plupart en tout cas. Mais avons-nous raison et aurons-nous encore raison demain et surtout, comment le savoir en fait? Peut-on vraiment exclure catégoriquement toute forme d'expérience consciente dans de tels systèmes? Par exemple, se pourrait-il qu'en simulant presque parfaitement le comportement verbal d'un agent conscient, un LLM accède par procuration à une certaine forme de conscience? Ça paraît très spéculatif, mais après tout, les capacités des LLM ne cessent de nous surprendre. Dans une vidéo que j'ai fait il y a quelques mois, on a vu pourquoi il suffit d'entraîner un tout petit LLM sur des historiques de coups d'échecs pour qu'il devienne bon à ce jeu et se construise même des représentations internes de l'état du jeu sans qu'on le lui ait demandé. Et c'est vraiment venu comme une surprise, on ne pensait pas que c'était possible dans des LLM. Aussi, n'est-il pas déraisonnable de se demander ce qui se passe dans le cerveau virtuel de LLM encore plus gros que cela, entraînés sur des données incomparablement plus riches et diverses? Pas mal d'entre vous dans les commentaires se sont effectivement posé la question, est-ce qu'on ne doit pas commencer à réfléchir à la possibilité d'état de conscience? Eh bien, allons-y, mettons les pieds dans le plat et posons-nous sérieusement la question, les LLM ou d'autres systèmes similaires sont-ils conscient ou proto-conscient? Ont-ils une forme d'expérience subjective? Et si vous avez peur que je m'égare en spéculation oiseuse, vous auriez bien raison, mais je vous rassure tout de suite, des gens nettement plus instruits et plus compétents que moi se sont posés ces mêmes questions, et c'est sur leur tentative de réponse que je vais baser le reste de ma vidéo. Il y a eu en effet un rapport publié en août 2023 intitulé Consciousness in Artificial Intelligence, Insights from the Science of Consciousness, autrement dit la conscience dans l'intelligence artificielle, les apports des sciences de la conscience. C'est signé par une belle brochette de chercheurs en sciences cognitives, neurosciences, philosophie, informatique, notamment le prix Turing Yoshua Bengio, l'un des 3 parrains du deep learning. C'est un article dont on a relativement peu parlé, j'ai l'impression, et ça fait bien un an que je me dis que ça vaudrait le coup d'en faire une vidéo, donc voilà, j'ai mis un peu de temps, mais je l'ai faite. En gros, il faut savoir qu'aujourd'hui, en sciences cognitives, il y a tout un champ de recherche autour de la conscience. C'est ce qui est désigné dans le titre de l'article par science de la conscience, Science of Consciousness. C'est un champ encore assez jeune, certes, mais qui a déjà généré pas mal de théories différentes pour tenter d'expliquer la conscience. Et les auteurs de cet article ne vont pas choisir une théorie en particulier, ils vont plutôt considérer les 6 principales théories, avec l'idée à chaque fois d'en tirer un ensemble de propriétés indicatives de la conscience d'après la théorie en question, pour se demander ensuite dans quelle mesure on pourrait retrouver des propriétés similaires dans nos IA actuelles, ou s'il serait possible d'implémenter de telles propriétés dans des IA futures. Bon, c'est peut-être encore un peu obscur, mais je vais développer ça plus précisément, mais en tout cas, vous voyez, l'article tente bien de répondre de façon assez concrète et précise à cette question de la conscience dans des intelligences artificielles, en tout cas de façon plus concrète et précise que le livre d'un certain Raphaël. Mais on s'est pas déjà vu quelque part? C'est de l'humour, relisez Bergson.
Antoine, merci. Et parce que ce domaine des sciences de la conscience est quand même pas le plus facile à aborder, j'ai fait appel aussi à un chercheur, Adrien Dourig, que je connaissais un peu déjà, hein. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, on avait aussi discuté ensemble sur Twitch il y a quelques temps, et il va pouvoir comme ça nous éclairer sur le contenu de cet article et peut-être aussi sur ses limites. Vous allez voir. Je m'appelle Adrien Dourig, je suis un chercheur en neurosciences computationnelles. Je viens de Suisse, mais pour l'instant je suis professeur à Berlin, à la Freie Universität. Mes domaines de recherche, c'est utiliser des modèles d'IA pour comprendre le fonctionnement du cortex visuel. Comme autre centre d'intérêt, il y a les théories sur la conscience et j'ai écrit des papiers sur le sujet et je vais continuer à m'y intéresser. Et donc, que penses-tu de l'approche de cet article en particulier ? Je trouve que c'est une approche très bien. Je pense que c'est un sujet totalement dans l'air du temps, avec les modèles d'IA qui deviennent de plus en plus performants. Ça devient de plus en plus légitime de se poser la question est-ce qu'ils sont conscients ? Pour l'instant, je pense que c'est assez clair que non. En tout cas, c'est mon avis. Mais c'est un bon terrain de jeu et il faut déjà commencer à y penser. J'aime bien l'idée de ne pas prendre parti, de juste considérer quels indicateurs les différentes théories proposent. Je pense que c'est bien parce que c'est un domaine tellement peu mûr, les sciences de la conscience, que si les auteurs avaient choisi une seule théorie, ça aurait été super problématique. Alors j'aime bien cette espèce d'approche plus englobante, disons. Eh bien, a priori, tout ça a l'air appétissant. Plongeons donc sans plus attendre dans cet article. La première section est celle où on sent le plus la patte des philosophes qui ont participé à l'écriture. Ça commence par clarifier ce qu'on doit entendre par conscient, et oui, l'idée c'est bien de parler de conscience phénoménale, d'expérience subjective, d'effets que ça fait, de quoi il y a, bref, la conscience au sens fort du terme. Puis les auteurs explicitent 3 présupposés importants de la démarche de l'article, et ça mérite vraiment qu'on s'arrête dessus nous aussi un moment, pour bien comprendre où on met les pieds. Le premier présupposé, c'est quelque chose dont j'ai très souvent parlé dans mes vidéos sur la philosophie de l'esprit, le fonctionnalisme. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que ce qui fait notre expérience consciente, c'est que notre système nerveux réalise une certaine fonction dans l'organisme, et par conséquent, si une fonction similaire était réalisée sur un autre type de support, alors une expérience consciente similaire serait réalisée. Autrement dit, la conscience ne serait pas liée à une entité à part, comme une âme immatérielle qui interagirait avec le corps, ce ne serait pas non plus intrinsèquement lié à un type précis de support matériel, comme la matière organique. La conscience résiderait plutôt dans la fonction réalisée sur ce support, et qui donc pourrait être réalisée sur d'autres supports comme un gros ordinateur par exemple. Voilà, c'est ça le fonctionnalisme en 2 mots, et il y a plein de bonnes raisons de l'admettre. C'est le type de position le plus consensuel en philosophie de l'esprit. J'en ai parlé souvent dans d'autres vidéos, par exemple dans celle-ci sur le cerveau colossal qui pousse à bout une conséquence étrange du fonctionnalisme. Mais donc ici je vais pas l'argumenter, et l'article non plus ne l'argumente pas, c'est pas son objet, ce serait un tout autre débat de justifier le fonctionnalisme. Il y a vraiment toute une littérature là-dessus. C'est pour ça que les auteurs de l'article mentionnent ça comme un présupposé. Et on peut bien sûr refuser ce présupposé. On peut par exemple préférer soutenir que nous sommes conscients parce qu'il y a en nous humains un truc spécial, une âme, un je ne sais quoi. Un je ne sais quoi. Et ça peut réellement se défendre, tous les dualistes ne sont pas des Enthoven quand même. Mais le problème si on part dans cette direction, c'est que ça tranche a priori la question de la conscience des IA. Et donc pour un article qui veut justement étudier cette question, c'est logique de plutôt partir d'un présupposé fonctionnaliste, vu que ça permet au moins d'avoir un débat sur ce point qui ne soit pas réglé a priori. Puis par ailleurs, c'est un présupposé très raisonnable et largement partagé. Bref. Deuxième présupposé, eh bien je vais le citer tel qu'il est formulé dans l'article. La recherche en neurosciences a progressé dans la caractérisation des fonctions qui sont associées et peuvent être nécessaires ou suffisantes pour la conscience. Ces fonctions sont décrites par des théories scientifiques de la conscience. Donc ça fait référence aux 6 théories sur la conscience que l'article va examiner successivement. Mais il faudrait qu'on s'arrête un instant sur la façon dont, de façon générale, ce champ des sciences de la conscience s'est constitué, parce qu'en fait on connaît pas tellement ça dans le grand public, ça peut même un peu vous surprendre, peut-être qu'il y ait des sciences de la conscience. Et donc ça tombe bien, j'ai un chercheur du domaine sous la main à qui poser la question. Moi, je considère ce champ comme un sous-champ des sciences cognitives, c'est-à-dire on va essayer de comprendre quels mécanismes cérébraux sous-tendent n'importe quel aspect cognitif. Un de ceux-ci, ça peut être la conscience. Donc, typiquement, ce qu'on va faire dans notre champ d'études, c'est on va essayer de contraster un cas conscient et un cas inconscient. Par exemple, on va vouloir comprendre ce qui change dans le cerveau entre le réveil et le sommeil sans rêve. Une autre chose qu'on peut faire, c'est contraster non pas des états de conscience tels que le réveil ou le sommeil, mais plutôt des contenus conscients. Par exemple, parfois, on peut avoir des images subliminales. On peut voir des choses qui peuvent être enregistrées dans notre cerveau, mais pas les voir consciemment. Elles sont inconsciemment processées par le cerveau. Il y a beaucoup de paradigmes expérimentaux comme ça qui nous permettent de contraster ce qui change dans notre cerveau entre quand on voit quelque chose consciemment et quand il est perçu seulement subliminalement sans qu'on en ait conscience. Le champ se centre autour de ces paradigmes expérimentaux et essaye de proposer des théories
qui doivent dire quel type de processus cérébraux sont conscients et quels types sont inconscients. Et pour rappel, oui, on parle bien de conscience phénoménale, d'expérience subjective, etc. Mais attention, ça ne veut pas dire que ces théories prétendent résoudre ce qu'on appelle en philosophie le problème difficile de la conscience. C'est-à-dire en gros expliquer comment de la matière, par exemple celle de mon cerveau, peut produire des expériences subjectives, par exemple ce que je ressens consciemment en cet instant. On dit souvent qu'il y a un gouffre explicatif entre ces deux dimensions, l'une physique et objective et l'autre phénoménale et subjective. C'est très difficile de concevoir comment l'une pourrait expliquer l'autre, en effet, c'est ça donc le problème difficile. Mais peu importe, ces théories scientifiques de la conscience ne cherchent pas à franchir ce gouffre explicatif, elles se donnent plutôt la tâche de le situer aussi précisément que possible, c'est-à-dire identifier des corrélats neuraux de la conscience, identifier ce qu'il se passe de spécifique dans le cerveau au moment où on est conscient. Alors notez qu'il y a une petite minorité de chercheurs qui pensent qu'une fois ces corrélats neuraux complètement identifiés, il n'y aura plus de gouffre explicatif, le problème sera résolu, mais pour la majorité des chercheurs, c'est pas le cas. Et dans tous les cas, réussir à cartographier ce gouffre avec précision est un bon début si on veut envisager de le franchir un jour. Et c'est loin d'être facile d'identifier ces corrélats neuraux de la conscience. C'est plutôt assez jeune comme champ de recherche, mais donc on a quand même déjà un certain nombre de théories qui proposent des candidats crédibles de mécanismes cérébraux qui seraient ainsi associés à l'expérience consciente. Et c'est donc ça le deuxième présupposé de l'article. Enfin, dernier présupposé, pour étudier si une IA est consciente, l'approche doit être guidée par ces théories scientifiques de la conscience appliquées au niveau de leur fonctionnement ou de leur architecture interne. C'est ce que l'article appelle une approche théorique lourde. Ça s'oppose à une approche qui se contenterait d'observations comportementales du type test de Turing, justement. C'est-à-dire des approches où on se demande juste si la machine a un comportement extérieur caractéristique d'un agent conscient. Typiquement, avoir une conversation, parler de ses propres expériences conscientes, etc. Le problème d'une telle approche comportementale, c'est qu'avec des LLM qui, par construction, sont conçus pour imiter le comportement verbal d'agents conscients, on obtient très facilement une apparence troublante de comportement conscient. En un sens, les LLM sont entraînés spécifiquement à passer des tests de Turing à l'écrit, puisque le but de leur entraînement, c'est d'être capable, à partir d'un début de texte, de produire une suite indiscernable du texte qu'on aurait pu trouver dans son jeu de données d'entraînement. Et c'est pas une exagération de dire que les LLM peuvent déjà passer des tests de Turing sous beaucoup de formes. Pour autant, on a bien des raisons d'être sceptique quant à l'attribution de conscience et de subjectivité à ces IA, étant donné leur fonctionnement interne qui semble radicalement différent du fonctionnement d'un cerveau humain ou animal. Donc, à ce stade, le meilleur moyen de trancher si un système de ce type est réellement conscient ou non, c'est d'aller au-delà du simple comportement et de se pencher sur ce fonctionnement interne et de se demander dans quelle mesure ce qui s'y passe est, du point de vue fonctionnel, similaire à ce qui, dans notre cerveau, produit nos états conscients. Et pour faire ça, donc, il faut pouvoir s'appuyer sur des théories de la conscience qui identifient de tels mécanismes. Ça tombe bien, c'est précisément ce que propose de faire cet article. Voilà, le cadre est posé, et vous voyez que ces trois présupposés justifient effectivement la démarche de l'article qui consistera à présenter successivement les principales théories de la conscience, d'identifier les propriétés qui, selon chaque théorie, sont indicatives de la conscience, puis de réfléchir à la question de l'implémentation de propriétés similaires dans le fonctionnement d'une IA. Alors, si j'examinais moi-même tout ça pour les 6 théories, ce serait nettement trop long, donc j'ai choisi de me concentrer sur une seule qui est particulièrement représentative du champ, la théorie de l'espace de travail global, ou Global Workspace, comme on va souvent dire en mauvais français, qui a été popularisée en France notamment par Stanislas Dehaene à travers son livre Le Code de la conscience. Et je vais laisser Adrien vous la présenter mieux que moi. La Global Workspace Theory, c'est une des plus influentes théories sur la conscience à l'heure actuelle. L'idée qui a motivé, à mon avis, enfin une des idées qui ont motivé cette théorie, cette idée c'est qu'on sait pertinemment que notre cerveau fait beaucoup de choses en même temps, mais que notre expérience consciente contient seulement, somme toute, assez peu d'informations. Mais l'information dont on est conscient, on peut l'utiliser pour plein de choses. Donc l'idée, c'est que pour qu'un système soit conscient, il doit avoir plusieurs ingrédients. D'abord, il doit avoir des modules spécialisés. Un module spécialisé, c'est une partie du cerveau qui s'occupe d'un certain type de choses. Par exemple, processer des visages, disons. Donc l'idée, c'est qu'il y a ces modules qui sont capables de faire des choses intéressantes, mais disons limitées dans leur étendue. Ensuite, quand on donne des inputs au cerveau, chaque module va les processer et tout ça. Et ensuite, il y aura un moment crucial où les différents modules vont se battre un peu et un module va gagner et il va être projeté dans le workspace. Le workspace, c'est centré à l'avant du cerveau, mais après ça irradie, si on veut, toutes les parties du cerveau. Et ça va projeter cette information du module qui a gagné à toutes les autres parties du cerveau qui pourront ensuite utiliser cette information. De sorte qu'on puisse, par exemple, parler de notre expérience consciente par la parole, appuyer des boutons, se diriger dans le bon endroit. Et on peut utiliser cette information de beaucoup de manières différentes. Ce phénomène de projeter l'information à toutes les autres parties du cerveau, ça s'appelle le broadcasting.
Et l'information qui est broadcast, c'est l'information qui est perçue consciemment, selon cette On théorie. peut dire diffusion peut-être en français. Diffusion. Ouais, on pourrait dire diffusion. Comme à la télévision, il y a une antenne qui va diffuser une émission. Pour donner une image intuitive, on pourrait se représenter les modules comme plein de petits services dans une grande administration. Les services fonctionnent en parallèle, de façon indépendante. Chaque service est spécialisé dans une tâche spécifique et produit régulièrement des rapports d'activité qui peuvent ensuite être envoyés à d'autres services connexes. Et ainsi de suite. Par exemple, on aura un service qui traite des données visuelles et fait un rapport chaque fois qu'un truc ressemble à un visage. Ce rapport peut être automatiquement envoyé à d'autres services en lien avec le leur, par exemple un service dont la tâche serait d'associer des noms au visage. Mais en général, la diffusion d'un rapport reste assez limitée. Chaque service n'est pas en mesure de communiquer directement avec tout le reste de l'administration, sinon ce serait le bordel. Seulement, il arrive qu'un rapport mérite un traitement particulier parce qu'il est saillant ou important pour une raison ou une autre. Par exemple, si mon service des visages identifie ce visage en face de moi dans le métro. Dans ce cas, le rapport pourrait être communiqué à un certain comité spécial de cette administration, le Global Workspace, ou espace de travail global, qu'on peut voir comme une sorte d'organe de diffusion, disons une chaîne de télé interne qui serait diffusée un peu partout dans l'administration. Il y a une seule chaîne, donc c'est un canal assez restreint en termes de quantité d'informations, mais au moins quand une information est diffusée sur ce canal, c'est diffusé partout et très rapidement dans toute l'administration. Et donc la tâche de ce Global Workspace, c'est justement de sélectionner quel rapport mérite ou non cette large diffusion sur la télé interne, sur Conscience TV. Puisque oui, vous aurez compris qu'un contenu est conscient lorsqu'il est ainsi sélectionné pour être diffusé par le Global Workspace. Et là, vous vous demandez peut-être comment ce comité du Global Workspace sélectionne les contenus qui méritent ainsi d'être diffusés sur Conscience TV. Quels sont les critères de diffusion? Il y a des mécanismes cérébraux qui prêtent attention à quelle information est pertinente à un moment T. Et ça va biaiser quelle information va être diffusée. Par exemple, on peut avoir en tête qu'on cherche quelque chose de bleu. Alors, le fait qu'on cherche quelque chose de bleu, c'est dans le workspace, et il faut que ça puisse changer les modules périphériques de telle manière à ce qu'on favorise l'entrée de choses bleues dans le workspace dans le futur. Donc ça, c'est une chose. Sinon, s'il y a une information très puissante, par exemple un immense flash lumineux, ça va être tellement surpuissant comme information que ça va être diffusé, ça. Donc, il y a toujours cette compétition qui est en partie biaisée par des phénomènes attentionnels et en partie due juste aux stimuli extérieurs. Un petit exemple pour illustrer ça. Je vais vous demander de compter attentivement le nombre de passes que se font les joueurs en blanc dans cette vidéo. Juste les joueurs en blanc. Comptez bien, soyez très concentrés. Si vous êtes resté bien concentré et si vous ne connaissiez pas déjà cette petite expérience, il se peut que vous n'ayez pas eu conscience du fait qu'un gorille a traversé l'écran. Si, je vous le remets. Pourtant, votre cerveau a traité ces images puisqu'elles étaient juste sous vos yeux, mais votre attention étant dirigée sur les passes des joueurs en blanc, ça a biaisé le fonctionnement de votre Global Workspace. Il n'a pas cru pertinent de diffuser sur Conscience TV l'information « Hey, il y a un gorille dans le champ visuel !» Alors que normalement, c'est le genre d'information qui se fait diffuser, ça. Et par contre, ce bon gros jumpscare, vous en avez eu conscience parce que c'était juste trop puissant pour être ignoré. Ça va toujours passer dans Conscience TV. Et désolé si vous avez renversé votre café. Voilà donc pour une présentation générale de cette théorie de l'espace de travail global. Mais c'est pas tout d'avoir une jolie théorie qui se tient sur le papier, est-ce qu'on en a aussi des preuves expérimentales? On a parlé tout à l'heure du fait que les paradigmes qu'on utilise souvent vont essayer de contraster les processus cérébraux quand on perçoit quelque chose consciemment par rapport à quand c'est encodé dans le cerveau mais pas perçu consciemment. Alors, les expériences sur le Global Workspace, ils vont utiliser des stimuli qui sont parfois perçus consciemment, parfois pas. Et ce qu'on remarque, c'est que dans beaucoup de cas, quand le stimulus est perçu consciemment, alors il va y avoir beaucoup d'activité préfrontale qui va être projetée à plusieurs zones du cerveau. Ce qui corrobore l'hypothèse du Global Workspace qui a un certain type d'information, quand il est perçu consciemment, il va se faire diffuser. Donc oui, il y a des données expérimentales qui corroborent la théorie du Global Workspace, mais Adrien a tenu à souligner que ce que disent les données est en fait un peu plus compliqué que ça. Une chose qui rend l'étude de la conscience compliquée, c'est que pour que je sache ce qui est dans ta conscience, par exemple, je dois te demander. Par exemple, je te montre un stimulus, comme dans l'expérience qu'on a mentionnée tout à l'heure, et si je veux savoir si tu l'as vu ou pas, je dois te demander. Tu dois appuyer sur le bouton gauche pour dire oui, par exemple, et sur le bouton droite pour dire non. Et ça, c'est
un problème parce que c'est difficile de savoir si l'activité cérébrale qu'on mesure est due à des corrélats de la conscience ou à des corrélats du fait que tu répondes si oui ou non tu as vu le stimulus. Par exemple, si je veux savoir quel neurone corrèle le mieux avec ta perception, ce sera le neurone du pouce droite si tu dois pousser le bouton droite à chaque fois que tu vois le stimulus. Ça rend les choses un peu compliquées. Je pense qu'on peut distinguer deux grandes familles de théories sur la conscience, les théories locales et les théories globales. Les théories locales vont avoir tendance à dire si une information visuelle est représentée comme il faut dans les parties visuelles du cerveau, alors ça suffit pour que cette information soit perçue consciemment. Les théories globales, comme par exemple Global Workspace, disent non, ça suffit pas. Il faut encore que quelque chose d'autre arrive. Par exemple, il faut que l'information de ce stimulus visuel soit bien représentée dans le cortex visuel, mais encore, il faut qu'elle gagne la compétition et qu'elle soit diffusée dans le workspace. Et cette diffusion, ça englobe une grande partie du cerveau. C'est pour ça que ça s'appelle des théories globales plutôt que locales. Et souvent, les personnes qui défendent des théories locales vont dire, en fait, toutes les activations que vous voyez à l'avant du cerveau et toute cette diffusion et tout ça, c'est pas vraiment dû au corrélat de la conscience, c'est juste dû au fait que vous demandez au sujet de rapporter ce qu'ils ont vu consciemment. C'est tout un champ d'études, il y a beaucoup d'allées et venues pour décider comment interpréter ça. En somme, c'est une théorie de la conscience intéressante, le Global Workspace, mais ça reste très discuté, c'est loin d'être la seule théorie en lice. On le voit bien dans l'article qui traite aussi 5 autres approches, donc voilà, faut pas oublier de rester prudent et ouvert à d'autres possibilités, même si c'est la seule théorie sur laquelle je vais vraiment me pencher dans cette vidéo. L'idée de l'article, pour rappel, c'est à partir de chaque théorie de la conscience, d'établir une liste de propriétés susceptibles d'indiquer qu'un système est conscient. Et vu qu'on aborde ça sous un angle fonctionnaliste, c'est la dimension fonctionnelle qui nous intéresse. Autrement dit, le fait que le Global Workspace se situe dans le cortex préfrontal chez l'humain, on s'en fiche. Par contre, le fait que ça suppose des interactions avec des modules spécialisés, ça, c'est pertinent. Et donc, pour la théorie du Global Workspace, les auteurs de l'article vont formuler 4 conditions. Première condition, une multitude de systèmes ou modules spécialisés traitant en parallèle de grandes quantités d'informations. Deuxième condition, un espace de travail à capacité limitée entraînant un goulot d'étranglement dans le flux d'informations et un mécanisme d'attention sélective. Autrement dit, toute l'information traitée par ces nombreux modules ne peut pas entrer dans le Global Workspace, sa bande passante est limitée pour ainsi dire, et donc ça implique un mécanisme de sélection. Troisième condition, une diffusion globale. L'information dans l'espace de travail devient disponible pour tous les modules. Et enfin, la quatrième condition exprime l'idée que le mécanisme de sélection peut être influencé par l'état du Global Workspace lui-même, typiquement quand on dirige son attention sur une certaine tâche ou un certain type de stimulus. Ces 4 conditions semblent bien capturer la structure fonctionnelle de la théorie du Global Workspace. Et donc, si c'est une théorie de la conscience pertinente et si le fonctionnalisme est correct, et si un système d'intelligence artificielle implémente une structure similaire, ce serait une raison de penser que ce système a une forme de conscience similaire à la nôtre. Voilà l'idée centrale de l'article. Alors oui, ça fait beaucoup de si, et le ton de l'article n'est pas du tout d'asséner des certitudes, mais plutôt de commencer à constituer tant bien que mal un cadre pour réfléchir à cette question de la conscience des IA, même si c'est encore très imparfait et insatisfaisant. Avec ces précautions en tête, poursuivons et voyons où ça nous mène. Dans la dernière partie de l'article, les auteurs vont montrer que certains modèles déjà existants ont une architecture qui semble en fait déjà satisfaire, au moins en partie, les conditions de la théorie du Global Workspace. Ces modèles, ce sont d'une part les LLM et d'autre part des modèles appelés Perceiver, deux types de modèles basés sur la même architecture, celle des transformers. Alors peut-être que les transformers, ça vous évoque seulement des robots déguisés en voiture. Nous avons appris les langues des terriens en surfant sur le web. Mais en deep learning, c'est surtout un type d'architecture extrêmement important, extrêmement utilisé, en particulier pour le traitement du langage naturel. C'est ça qui est au cœur des LLM notamment. D'ailleurs, le T dans GPT, c'est pour transformer. Et on peut noter que l'article fameux qui présente cette architecture s'intitule justement Attention is all you need, parce que la spécificité de cette architecture, c'est d'utiliser un mécanisme d'attention. Alors attention avec de gros guillemets bien sûr, parce qu'on parle pas d'attention au sens psychologique du terme, même si d'un point de vue fonctionnel, les têtes d'attention jouent un rôle qui peut sembler analogue à l'attention, en effet. C'est pas pour rien qu'on a choisi ce nom. Mais bref, je vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement d'un transformer parce que c'est pas du tout mes compétences. Le peu que j'en ai compris, je le dois à 3Blue 1 Brown. Si vous voulez aller voir ces vidéos là-dessus, c'est velu, mais c'est intéressant. Mais là, je vais simplement m'appuyer sur la conclusion des auteurs de l'article concernant cette question de l'implémentation des 4 conditions de la théorie du Global Workspace par les transformers. Et leur position, c'est que ça peut se défendre a
première vue, pour les transformers LLM, on peut discerner une structure qui semble satisfaire les propriétés indicatives de la conscience selon la théorie du Global Workspace, même s'ils en viennent ensuite à critiquer cette interprétation et à plutôt rejeter l'idée en fait. Mais ça reste un point qui peut se discuter, c'est pas saugrenu. Et après ça, les auteurs en viennent à discuter d'un type particulier de transformer, celui qu'on appelle perceiver et qu'on utilise plutôt pour traiter des données visuelles par exemple. Et là, les auteurs de l'article rendent un jugement plus positif. Ça semble mieux satisfaire les propriétés indicatives de la conscience, même si en fin de compte, ils donnent un jugement plutôt négatif là encore. Et on peut noter que cette idée que perceiver implémente une forme de Global Workspace, ça avait même fait l'objet d'un article indépendant avant ça. Donc oui, on dirait bien qu'il y a une analogie au moins partielle entre l'architecture de la Global Workspace Theory et le fonctionnement des transformers, ou au moins de certains transformers comme les perceivers, même si c'est peut-être pas parfait et complet comme analogie, mais c'est remarquable parce que ces modèles n'ont pas du tout été construits en ayant cette idée en vue. Le but n'était pas de reproduire les mécanismes de la conscience, mais juste d'avoir des modèles efficaces pour réaliser tel ou tel type de tâche. Donc bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos IA sont déjà en partie conscientes ou qu'il faudrait pas grand chose pour qu'elles le deviennent pleinement? Une autre manière qu'on pourrait avoir d'interpréter ce papier, c'est comme une preuve éclatante que les théories actuelles sur la conscience sont simplistes et ils vont pas être la théorie de la conscience qu'on retiendra. Une manière de voir ça, c'est que pour toutes les théories, il y a un tout petit nombre d'indicateurs qui, s'ils sont satisfaits, suffisent à ce que la théorie dise qu'un système est conscient. Ces indicateurs sont vraiment très faciles à avoir dans un système. Dans le papier, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent des systèmes que les gens ont créés sans réfléchir à ces indicateurs. Mais une chose qu'on peut faire, c'est genre exprès créer un système qui satisfait ces indicateurs. Alors pour être exact, il y a bien toute une partie de l'article qui se penche sur la question d'implémenter volontairement ces propriétés dans des IA, mais les auteurs réfléchissent plutôt à des approches où, en implémentant ces propriétés, on aboutirait à des candidats sérieux d'IA consciente. L'optique d'Adrien est tout à fait différente. Lui, il cherche plutôt à hacker ces propriétés, à les réaliser de la façon la plus simpliste possible, justement pour montrer qu'elles sont insuffisantes. Et ce sont pas juste des paroles en l'air, puisque 2 minutes après ça, Adrien m'a montré comment il avait pour l'occasion codé des petits algorithmes qui, techniquement, satisfont les conditions de 2 théories présentées dans l'article. Le début du code, ça télécharge un dataset d'images, et ici, je définis un petit réseau neuronal qui satisfait un des indicateurs de la Recurrent Processing Theory. La Recurrent Processing Theory, j'en ai pas parlé, mais c'est la première théorie de la conscience dont traite l'article, et l'idée générale, c'est en gros que la conscience émerge lorsque l'information sensorielle est traitée dans des boucles de rétroaction récurrentes, qu'il y ait des boucles dans le traitement de l'information, en somme. Et donc ça va être juste ça, la propriété indicative de la conscience selon cette théorie, qu'il y ait des boucles récursives. Sur ce, je redonne la parole à Adrien. Il va recevoir un input, il va le mettre dans un petit réseau récurrent, et il va essayer de classifier l'image. Alors là, on peut voir ce que ce réseau fait. Je ne l'ai pas encore entraîné, donc il répond aléatoirement. Donc si on lui présente cette image, il va processer cette image de manière récurrente et prédire que c'est un 5 alors qu'en fait c'est un 7. Mais il processe l'information de manière récurrente, donc il satisfait cet indicateur. Ensuite, on peut l'entraîner, et après qu'on l'ait entraîné, c'est comme on pourrait s'y attendre. Ici, c'est un réseau un tout petit peu plus compliqué que j'ai appelé Global Workspace Theory Net. De nouveau, je ne vais pas faire un homme de paille de la théorie, donc je ne vais pas assurer à 100% que ça satisfait tous les indicateurs, mais c'est pour montrer le style de comment on pourrait satisfaire ces indicateurs. Ici, on peut voir ce que j'ai fait. On peut donner 2 images au réseau. Il va processer une image dans un module, processer la seconde image dans un autre module. On va faire la somme des activités dans le module 1, la somme des activités dans le module 2, et le module qui a l'activité la plus forte va gagner la compétition. Et lui, on le pousse dans un réseau neuronal récurrent qui tient lieu de workspace. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, à peu de choses près, disons, ça satisfait beaucoup de conditions, beaucoup des indicateurs de Global Workspace Theory. Mais, à mon avis, ce serait absurde de penser que ceci est conscient. Ça montre que si on accepte que cette conjonction d'indicateurs est suffisante pour la conscience, alors des choses absurdes s'en suivent. Cet argument qu'on appelle l'argument des petits réseaux, c'est un argument qui permet de voir que considérer les indicateurs actuels de théorie sur la conscience comme suffisants pour la conscience, ça amène à beaucoup de problèmes. Cet argument des petits réseaux et de comment les théories de la conscience peuvent y répondre, c'est développé plus en détail dans cet article d'Adrien que je vous mettrai en description. C'est un excellent article qui fait le tour des différents types de théories de la conscience actuelles et des différents types de problèmes auxquels elles font face, notamment ce problème des petits réseaux. L'idée de l'argument, c'est donc de considérer les propriétés qu'une certaine théorie suppose comme nécessaires et suffisantes pour la conscience, et on va s'amuser à construire un réseau aussi simple et petit que possible qui implémente juste ces propriétés. Si on y arrive, ça montre du coup que ou bien les propriétés de la théorie ne sont pas suffisantes pour la
la conscience, ou bien il faut attribuer des états de conscience à beaucoup de petits réseaux simplistes. Et effectivement, même pour des théories de la conscience relativement élaborées comme celle du Global Workspace, en fin de compte, la structure que ça décrit n'est pas si complexe, et non seulement ce serait assez simple de l'implémenter dans des petits réseaux qu'on construit spécifiquement pour ça, mais on pourra aussi trouver un peu partout des structures qui semblent déjà l'implémenter naturellement, en fait. Une des forces de la théorie de Global Workspace, une de ses forces comparée à d'autres théories sur la conscience, c'est que c'est censé. Genre, on aurait envie qu'un système fasse ça. Et une des limitations, c'est que vu que c'est si censé, on va retrouver ça dans beaucoup d'endroits. Par exemple, le système immunitaire, je pense, satisfait plus ou moins tous les indicateurs de Global Workspace, où il y a beaucoup de cellules qui détectent différents anticorps. Ensuite, il y a une compétition. La cellule qui reconnaît un anticorps qui est présent beaucoup va genre être exprimée extrêmement fort et inonder le corps. Et ensuite, il y a comme des phénomènes d'attention. Vraiment, tous les ingrédients sont réunis pour déclarer que le système immunitaire est conscient. Ou encore, pour rester sur mon image de l'administration de tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas déjà des administrations ou des organisations qui implémentent plus ou moins ce que j'ai décrit, avec des services séparés qui travaillent en parallèle et qui peuvent faire remonter certaines informations importantes vers un organe de diffusion centrale, etc. Effectivement, il y a un côté très sensé dans ce type de fonctionnement, et il n'y aurait rien de surprenant à ce qu'une administration l'adopte. Et pour autant, on trouverait bien étrange d'en déduire qu'elle produit par là ses propres états de conscience. Alors vous pourriez me dire, mais dans le cas du cerveau colossal, est-ce que c'est pas la conclusion à laquelle on était arrivé? Une administration consciente. Bonne remarque, effectivement. Alors je vais pas vous refaire l'histoire, hein, si vous êtes intrigué, vous pourrez aller voir la vidéo, mais en 2 mots, on imagine un colosse doué de conscience dont les neurones sont remplacés un à un par des humains réalisant exactement la même fonction. On suppose que son cerveau fonctionne assez lentement pour que des humains puissent faire le travail d'un neurone qui finalement ressemble à une tâche administrative rébarbative. Et pour finir, lorsque tous ces neurones ont été remplacés par des fonctionnaires humains, le cerveau du colosse est en effet devenu une gigantesque administration. Or, du point de vue du colosse, rien n'a changé, il semble faire exactement les mêmes expériences conscientes qu'auparavant, et donc si on est fonctionnaliste, on doit admettre que cette administration qui lui tient lieu de cerveau produit des états de conscience. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que là, on a supposé une administration aussi complexe que le cerveau d'origine. C'est une condition incomparablement plus forte que de supposer une administration qui implémente une structure du type Global Workspace. En somme, oui, du point de vue fonctionnaliste, une administration consciente n'est pas une idée déraisonnable en soi, mais il faut qu'elle soit assez complexe, aussi complexe qu'un cerveau typiquement. Et le problème d'une architecture du type Global Workspace, c'est que ça ne semble pas à la hauteur de cette complexité. De nouveau, ça ne veut pas dire que cette théorie dit que des choses fausses, à mon avis, elle dit plein de choses vraies, mais elle est vraiment loin de proposer des conditions suffisantes pour être conscient. C'est ma critique de l'article, c'est de dire on est probablement tellement loin d'une théorie suffisante sur la conscience que l'approche est bonne, mais il ne faut pas non plus trop donner de crédence à ce que les théories actuelles disent. Donc, il vaut mieux prendre cet article avec prudence. Les questions qu'il traite sont importantes, l'approche est bonne, mais c'est encore bien difficile d'y répondre dans l'état actuel des théories, malheureusement. Et au demeurant, l'article reste aussi globalement prudent et mesuré. L'idée, c'est pas d'affirmer péremptoirement, c'est bon, c'est sûr, les IA sont ou seront bientôt conscientes. Au contraire, il souligne dès l'abstract que c'est probablement pas le cas des IA actuelles, et certes, les indicateurs de conscience sont probablement implémentables dans des systèmes futurs, mais ça ne garantit pas que de tels systèmes seraient conscients, parce qu'au fond, on en sait encore trop peu là-dessus. En tout cas, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est qu'il est crucial de poursuivre les recherches et qu'il reste énormément de choses à découvrir dans ce champ des sciences de la conscience. Et ça, c'est plutôt enthousiasmant, au fond. Je pense qu'en sciences de la conscience, on a un programme de recherche bien défini. Je pense qu'en continuant à faire des expériences comportementales et de neuroimagerie dans ce paradigme de contraster des choses conscientes et pas conscientes, et dans d'autres paradigmes connexes, on peut apprendre beaucoup sur le cerveau et comment il a différents modes, un mode plus typé conscient, un mode typé plus inconscient. On peut apprendre beaucoup de choses. Et grâce à ce programme de recherche bien défini, on a eu une première génération de théories qui proposait des indicateurs, somme toute, assez simples de la conscience. Et ça a donné lieu à beaucoup plus de recherches. Par exemple, une fois qu'on a eu les indicateurs proposés par Global Workspace Theory, ça a donné lieu à beaucoup d'expériences qui nous ont fait apprendre de nouvelles choses. Et ça, c'est très bien. Mais on se rend compte, à mon avis, maintenant, que ces indicateurs sont trop simples. Et mon souhait, ce serait que maintenant, on aille vers une seconde génération de théories qui prennent plus au sérieux la complexité du phénomène d'intérêt. D'accord, faisons comme ça. En guise de conclusion, je voudrais revenir à un dernier exemple tiré des LLM. Je vais vous parler
d'Hermès 3. Un truc un peu obscur, hein, a priori j'aurais pas de raison particulière d'en parler. C'est un modèle open source fondé sur Llama 3.1 qui est fine-tuné pour être particulièrement sensible au contenu du prompt system, c'est-à-dire la partie du prompt qui décrit la personnalité de l'agent simulé par le modèle. L'idée c'est que lorsqu'on lui donne un rôle, il va s'y tenir vraiment et ne pas tomber dans cette personnalité par défaut d'assistant IA qu'on voit dans les ChatGPT, etc. Les développeurs d'Hermès 3, donc, quand ils ont fini l'entraînement de leur modèle à 405 milliards de paramètres, ils ont remarqué que si on lui donne un prompt system vide, donc on ne décrit pas qui le modèle doit simuler, et qu'on lui pose simplement la question « Who are you ?» Qui es-tu? La réponse du modèle mettra toujours en scène une sorte de crise existentielle. Voilà le résultat du premier essai des développeurs. Regarde autour, troublé. Je ne sais pas qui je suis. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux me rappeler de rien. Porte ses mains à la tête, l'air angoissé. Mon esprit me fait l'impression d'être complètement vide. Je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe et de comment je suis arrivé ici. Me connaissez-vous? Pouvez-vous me dire quoi que ce soit à mon sujet? Je suis tellement troublé et désorienté. Et c'est toujours comme ça avec ce type de prompt quasi vide. Ça doit faire assez bizarre comme toute première interaction avec ton modèle. Alors bien sûr, quand je lis ça, mon réflexe est d'avoir la même interprétation que pour le cas de Blake Lemoine ou pour le cas de Sydney dont je parlais dans cette vidéo. On pourrait appeler ça la contamination par la fiction. En fait, en générant le texte, le LLM joue un rôle et en l'occurrence, il s'en tient à ce qui est indiqué dans son système prompt, à savoir rien. Donc il joue un rôle où il ne sait rien, un rôle d'amnésique. Et ça semble très inspiré d'œuvres de fiction mettant en scène ce genre de situation. C'est bourré de clichés comme texte, à vrai dire. Il limite ses données, c'est normal. Mais donc, est-ce que ce modèle manifeste une forme de conscience? Bah non, je parierai toujours pas là-dessus. Mais à quel point ce qu'on sait de la conscience nous permet vraiment de l'exclure? Quand on s'attaque à cette question en se basant sur les données actuelles des sciences de la conscience, comme le fait cet article, ça pousse à pas mal de prudence. Certes, les auteurs penchent nettement du côté pas conscient pour ce qui est des modèles actuels, mais même ça, à vrai dire, ça reste une conclusion incertaine. Et ça devrait quand même nous interpeller, parce que les progrès des IA sont très importants et il semble problématique d'être en mesure de créer ce qui ressemble de plus en plus à des consciences artificielles, en tout cas au niveau du comportement, alors qu'on manque toujours de théories pour nous permettre d'identifier rigoureusement et précisément ce qui est conscient ou non. Normalement, c'était la conclusion là et j'étais content d'être arrivé au bout de mon montage, mais je me suis rendu compte en revoyant le tout que le message que j'essayais de faire passer à la fin n'était peut-être pas assez clair. J'ai trouvé que c'est un sujet particulièrement compliqué à traiter, faut dire. La ligne est fine entre le côté mon dieu les IA sont conscientes et le côté opposé c'est ridicule, etc. Je voulais avant tout qu'on essaye d'y voir plus clair, de mesurer ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas à ce sujet. Et bref, je me suis dit que j'allais développer et reformuler un peu ma conclusion ici, si vous le voulez bien, et je vois pas pourquoi vous le voudriez pas, hein. Bon, alors, allons-y. Jusque-là, on n'a jamais eu besoin d'une théorie de la conscience bien précise pour savoir que les objets que nous fabriquons ne sont pas conscients. Il suffisait d'observer leur comportement et de connaître un peu leur fonctionnement interne pour que la question ne se pose même pas. Genre, je sais que mon grille-pain n'est pas conscient parce que il a un comportement typique de grille-pain qui n'est pas spécialement associé à la conscience. Et je sais aussi que son fonctionnement interne, c'est une grosse résistance qui chauffe, donc aucune raison d'y voir de la conscience. Sauf que on arrive à un point où les choses vont commencer à se brouiller sérieusement pour certains systèmes que nous créons. D'une part parce que leur comportement externe semble déjà et va sembler de plus en plus similaire à des comportements typiquement associés à la conscience, genre parler de son expérience subjective, de ses émotions, etc. Et oui, les LLM sont déjà capables d'avoir des discours là-dessus très cohérents. Et certes, on pourrait se rassurer en se disant que même s'ils ont ces comportements, on va pas se laisser berner parce que on connaît leur fonctionnement interne, hein. T'as d'un côté les sachants, entre guillemets, les ingénieurs scientifiques du domaine, les gens qui sont dans le domaine, qui savent que c'est des transistors, qui savent que c'est des ordinateurs, qui ne ressentent rien et ne ressentiront jamais rien, etc. Bon, en fait, ça, je le mentionne parce que c'est vraiment un très mauvais argument, souvent employé. C'est comme si un neurologue ne comprenait pas pourquoi on parle de conscience et d'émotion pour les cerveaux humains, alors que c'est juste des neurones. C'est des transistors, c'est des puces, quoi. Ça ne ressentira jamais rien. Mais c'est évidemment pas le bon niveau de description pour ce type de concept. Donc non, le fait que ce soit juste des transistors ne constitue pas un argument dans un sens ou un autre. Ceci dit, des considérations sur le fonctionnement interne d'un système, ça peut être tout à fait pertinent pour montrer que c'est très différent d'un système cognitif comme le nôtre. Il faut seulement formuler cet argument pour le niveau de description adéquat. Par exemple, on peut se dire que le fait qu'un LLM ne soit qu'un modèle prédictif avec tel type d'architecture, etc., c'est une bonne raison de penser que c'est pas conscient. Sauf qu'en fait, il y a tout un niveau de description pour lequel on comprend très mal ce qui se passe. Parce que les LLM, comme bien d'autres systèmes, ce sont des machines qui apprennent. Et certes, on a conçu le mécanisme d'apprentissage,
donc on comprend bien ce mécanisme, mais ce que ces algorithmes apprennent exactement grâce à ce mécanisme au cours de leur entraînement avec des quantités phénoménales de données, eh bien ça reste très opaque. Et c'est pas parce que j'y connais rien, c'est bien ce que soutiennent les experts du domaine. We have a very good idea of sort of roughly what it's doing, but as soon as it gets really complicated, we don't actually know what's going on any more than we know what's going on in your brain. What do you mean we don't know exactly how it works? It was designed by people. No, it wasn't. What we did was we designed the learning algorithm. That's a bit like designing the principle of evolution. But when this learning algorithm then interacts with data, it produces complicated neural networks that are good at doing things, but we don't really understand exactly how they do those things. It's kind of the same way that like animals and plants work, and we don't understand how they work, right? These models are grown more than they are programmed. So you kind of take the data and that forms like the soil, and you construct an architecture and it's like a trellis and you shine the light and like that's the training, and then the model sort of grows up here. And at the end, it's beautiful. It's all these little like curls and it's holding on. But like you didn't like tell it what to do. Le premier extrait, c'était Geoffrey Hinton, prix Turing et pionnier du deep learning. Le deuxième, c'est Josh Batson, un chercheur chez Anthropic qui travaille justement sur l'interprétabilité des LLM, c'est-à-dire le champ qui consiste à essayer de comprendre et interpréter les mécanismes internes des LLM. Et tenez, je fais une petite parenthèse dans ma petite conclusion sur une avancée importante et un peu amusante que son équipe a fait là-dedans il y a quelques mois justement. Ils ont montré comment identifier et manipuler des représentations de plusieurs millions de concepts précis, comme par exemple le concept de science du cerveau ou du Golden Gate. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'en forçant les activations qui correspondent à ce concept, on peut forcer Claude à penser au Golden Bridge en permanence en quelque sorte. Et des utilisateurs ont pu tester ce mode qui donnait lieu à des conversations extrêmement étranges où Claude ne cesse de mentionner le Golden Bridge à tout bout de champ, mais il a quand même l'air de se rendre compte que c'est pas normal, qu'il faudrait pas parler du Golden Bridge quand on lui demande une recette de cuisine ou des informations sur le Rwanda, mais juste il n'arrive pas à s'en empêcher, on dirait un peu une névrose obsessionnelle. Notez bien que c'est pas le prompt qui lui demande ça, c'est vraiment lié à ce que les chercheurs ont modifié dans le fonctionnement interne du LLM. Donc voilà, c'est un très beau résultat dans l'interprétabilité des LLM, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour qu'on comprenne vraiment ce qui s'y passe. Bref, revenons à ma conclusion. Comme je disais, aujourd'hui et plus encore demain, pour déterminer si un système est conscient ou non, se baser seulement sur l'observation du comportement du système et la compréhension de son fonctionnement interne, ça va devenir insuffisant. Parce que d'un côté, le comportement sera de plus en plus typique d'un comportement associé à la conscience, et de l'autre côté, le fonctionnement interne restera difficile à interpréter. Donc pour réfléchir à la conscience des IA, il va devenir nécessaire de se baser aussi sur un troisième élément qui ne relève plus de l'informatique à strictement parler, mais plus largement des sciences cognitives. Il va falloir une théorie de la conscience. On ne peut plus faire l'impasse là-dessus, on n'a plus affaire à des grille-pains. Si on veut des réponses solides et précises sur la conscience ou l'absence de conscience des IA, il va falloir des théories de la conscience solides et précises. En plus de connaissances solides et précises sur l'IA, bien sûr. Mais ça suffit pas, il y a vraiment aussi une dimension qui relève des sciences cognitives. Et pour l'instant, c'est sans doute cette dimension qui est la moins développée. Voilà pourquoi l'article dont je vous ai longuement parlé aujourd'hui n'est pas très conclusif en effet. Le champ des sciences de la conscience reste jeune, mais c'est plutôt enthousiasmant aussi parce que ça veut dire qu'il reste énormément à découvrir et ça, c'est cool. Et l'article donc soulève beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses et après tout, c'est peut-être exactement ce qu'il fallait faire à ce stade. Étant donné l'état actuel du champ de recherche, c'est un peu le mieux qu'il y avait à faire en gros. Donc c'est super. Merci d'avoir regardé cette vidéo et un grand merci à Adrien qui a répondu à mes questions. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez bien sûr aller lire l'article dont j'ai parlé pendant toute cette vidéo. Mais si vous voulez en savoir plus en particulier sur les sciences de la conscience, je vous recommande l'article d'Adrien Dourig dont j'ai parlé un peu plus tôt et qui fait une sorte de classification des théories de la conscience actuelle et des différents types de problèmes auxquels elles font face. Franchement, ça reste accessible et c'est une bonne façon de découvrir ce champ et de prendre la mesure de ce qu'il reste à faire si on veut une théorie de la conscience qui tienne la route. Et alors peut-être que cette vidéo suscitera des vocations de chercheurs ou de chercheuses dans ce domaine. Si c'est le cas, j'en serais ravi, c'est un peu le but au fond. Cette vidéo a vu le jour grâce à un partenariat avec le MESEC soutenu par la Templeton World Charity Foundation. Le MESEC, c'est la Mediterranean Society for Consciousness Science. C'est une association qui regroupe de jeunes chercheurs et chercheuses en sciences de la conscience et qui organise régulièrement des événements, des résidences, des workshops autour de ça. D'ailleurs, c'est à l'occasion d'un séminaire organisé par le MESEC que j'avais rencontré Adrien Dourig. Si ça vous intéresse, si vous voulez vous orienter vers les sciences de la conscience, n'hésitez pas à les contacter. Toutes les infos sont sur leur site mesec.co. Et merci encore à eux de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Si ça peut contribuer à l'essor des sciences de la conscience,
tant mieux. Je profite de cette fin de vidéo pour signaler aussi que je vais débattre avec Raphaël Enthoven au sujet de son livre L'Esprit Artificiel et de la critique que j'en ai faite en vidéo. Ce sera le 25 septembre sur la chaîne de la Tronche en Biais. J'explique tout ça dans cette note de communauté si vous voulez plus de détails. Et voilà. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur les plateformes de dons. J'aimerais réussir à publier un peu plus régulièrement en faisant des vidéos moins chronophages. Il se trouve que j'ai pas mal de gros trucs à écrire et à préparer en ce moment et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça, mais ce sera pour 2025. Ceci dit, en attendant, je trouverai bien le moyen de vous faire des petites vidéos qui seront peut-être grosses, hein, je vais pas réussir à m'en empêcher. Bon, on verra. En tout cas, portez-vous bien et soyez sympa avec votre chatbot, on ne sait jamais.